en ce jour du 15 juin 2023, on va assister à la soutenance d'une thèse de doctorat du doctorant Boujane aussi. Donc cette thèse a été encadrée ou bien par le professeur Nerazardine à mon extrême gauche, donc de l'université de 8 mai 45, et co-encadré par le docteur Boukirja, donc à mon extrême droite, aussi de l'université 8 mai 45. Donc M. Boujane va exposer sa thèse devant le jury composé de Mme Nebo, professeure à l'université 8 mai, plutôt Naoud de Sliga, professeur Nasser Abdelrani de l'université Mohamed Boudir de Msila, et du professeur Ashwara Jamel de l'université Beji Moukhtar de Annaba. Et moi, le professeur Benouis, pour présider ce jury. Donc, M. Boujane s'est intéressé à l'étude des performances de durabilité en milieu agressif du béton et du béton fissuré. Et donc, il va nous exposer son travail, l'essentiel du travail, pendant 30 à 45 minutes. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le membre du jury, honorable assistant, salam alaikum. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à mon travail en acceptant de faire partie de ce jury. L'objet de ce travail de thèse est intitulé « Étude et amélioration des performances de durabilité des bétons en milieu agressif ». Donc l'exposé de soutenance est composé de 5 parties. Tout d'abord, je vais présenter le contexte et la problématique de notre travail. Puis, je présente les objectifs et les démarches. Ensuite, je vais présenter les synthèses bibliographiques réalisées sur la durabilité des bétons. Après, je vais exposer l'étude expérimentale. Par la suite, les résultats seront discutés. Et enfin, je termine cet exposé par des conclusions et des perspectives de recherche. La question fondamentale de la thèse est d'essayer de répondre à cette question. Quels sont les principaux facteurs qui menacent la durabilité des ouvrages d'assainissement en béton et comment pouvons-ils pris en compte pour éviter la dégradation précoce et prolonger la durée de vie de ces installations. Donc on s'intéresse dans cette thèse au béton qui compose les stations d'épuration des eaux usées, les STEP. Le béton constitue le matériau principal le plus utilisé dans les constructions de ces ouvrages. Ces ouvrages sont conçus, dimensionnés et construits pour durer dans le temps. La prise en compte de l'environnement dans lequel se trouve le béton et sa composition est nécessaire pour éviter l'apparition précoce des dégradations. Ces dégradations réduisent la durabilité de ces ouvrages et augmentent de manière significative les coûts des opérations et de maintenance d'entretien. Les stations d'épuration doivent répondre aux exigences fonctionnelles, environnementales et structurales. On s'intéresse dans ce travail aux exigences structurales. Les ouvrages en béton armés des STEP sont des réservoirs d'effluents. Donc, ce sont des ouvrages à parois pleines, comme les désableurs, les bassins biologiques, et des ouvrages à parois circulaires tels que les bassins de décantation et les clarificateurs. Pour dimensionner ces ouvrages, nous devons respecter plusieurs règles, à savoir le fascicule 74 de CCTG, le record 2 et la norme NF-EN 206-1. Donc, à titre d'exemple, le tableau suivant extrait la norme NF-EN 206-1 et vous voyez que le rapport E sur C est égal à 0,45. La classe de résistance pour les éprouvettes cylindriques est 40 et pour les éprouvettes cubiques, c'est 50. La teneur minimale de ciment, c'est 385 kg par mètre cube. Donc, alors, quels sont maintenant les facteurs qui influent sur la durabilité des bétons? D'après la littérature, les facteurs principaux sont
le pH des eaux usées, la demande biologique en oxygène, la quantité d'oxygène dissous, la concentration des gaz H2S, la vitesse d'écoulement et la turbulence des eaux usées, la température de l'air, l'humidité relative, les cycles d'humidification, séchage, gel-dégel. On s'intéresse à la perméabilité et la composition des bétons. Donc, quel est le processus mis en jeu dans la dégradation des bétons sous attaque des eaux usées? Le processus de dégradation des bétons peut être divisé en plusieurs phases. La première phase concerne la production des gaz H2S à partir de la transformation du soufre présente dans les eaux usées, puis la transformation des bétons est neutralisée par l'accumulation de ce gaz et sa réaction avec le CO2 de l'air. Ensuite, la surface du béton est colonisée par des bactéries d'oxydation et du sulfate sulfurique et convertit les gaz H2S en acide sulfurique. Après, le béton est dégradé par l'acide sulfurique qui attaque la matrice cimentaire et provoque sa corrosion. Le résultat de cette dernière phase, est la formation de gypse par hydratation. Ce gypse apparaît sous forme de substance blanche sur la surface des bétons. Enfin, le processus de dégradation continue de se développer par la formulation d'intringite suite à la réaction des gypses avec le C3A. Cette intringite est le produit expansif dans la matrice cimentaire. Donc, ce processus de dégradation de béton se manifeste sous forme de pathologies. On peut citer la corrosion des bétons, la fissuration des bétons et la corrosion des armatures. Et en termes de propriétés des bétons, on va constater une dégradation des caractéristiques mécaniques des modules de Young, la résistance mécanique, et une augmentation de la porosité du béton. Donc, voici un exemple de dégradation d'un bassin biologique de la steppe de Guelma en 2019. La première image illustre la formation du gypse qu'on voit sur la surface d'un bassin biologique après moins de 10 ans de service de la steppe de Guelma. La deuxième image montre la corrosion totale des bétons, détachement des parties de la surface d'une canalisation des eaux usées. Et la troisième illustre l'arrachement total de l'enrobage des armatures ainsi que leur corrosion dans les regards d'assainissement. Donc, à partir de ce qui a précédé, la problématique est donc la détérioration des bétons des ouvrages d'assainissement, stations d'opération, réduit considérablement la durabilité des installations et augmente le coût des réparations. La formation de gypse et de l'intringite résulte des attaques chimiques par des eaux usées entraîne l'expansion et la fissuration interne de béton, ce qui favorise la pénétration des acides. Le comportement des bétons fissurés est soumis aux agressions chimiques et encore méconnu. Et peu de travaux de recherche ont mené pour étudier cette problématique. Donc, on passe maintenant pour le deuxième point, c'est les objectifs et les démarches de travail. Donc, notre objectif est d'étudier le comportement des bétons préfissurés et modifiés par les additifs minéraux sous l'effet des agressions d'acide sulfurique. La démarche expérimentale est basée sur des essais de laboratoire, des essais de performance mécanique, des essais de durabilité sur les bétons durcés. Ces essais permettent d'avoir une meilleure connaissance du comportement des bétons préfissurés et modifiés par les ajouts minéraux. Deux additifs locaux sont utilisés, le lithium des hauts-fourneaux de Kajjar de Annaba et le bêta-kaolin provenance de Jbel Bad de Guelma. Pour la bibliographie et la durabilité, avant de présenter les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse, je vais présenter une synthèse bibliographique sur la durabilité des bétons dans les milieux agressifs. Les processus et les conséquences des attaques chimiques sur le béton dépendent de trois paramètres des bétons qui sont la porosité, la perméabilité et la diffusivité. La composition des bétons est donc l'élément clé de ce processus. Les liants qui conduisent à une faible teneur en portlandite,
dans le béton durcé sont les plus résistants aux agressions chimiques. Donc, de nombreux chercheurs ont focalisé leurs travaux sur les additifs minéraux qui peuvent être ajoutés au béton pour réduire la formation de la portlandite au cours des processus de durcissement. Parmi ces additifs, on trouve le lithium, le métakaolin, le fumide de silice, les cendres volantes, les bozolanes naturelles, les cendres de baguerie, les poudres de verre, poudre de marbre, la dolomie et d'autres. Maintenant, je vais présenter quelques travaux de ces chercheurs qui ont intéressé à l'effet des additifs sur le comportement des durabilités des bétons avant attaque chimique et après attaque chimique. On commence par avant attaque chimique. Donc on va voir la porosité, la résistance à la compression, le module d'élasticité, les propriétés microstructurales, la hauteur d'eau et l'absorption d'eau. On commence par la porosité. Diane, en 2019, elle a trouvé qu'il a travaillé avec le métakaolin et le lithium. Il a trouvé que ces deux additifs ont un impact positif sur la diminution du volume total des pores de béton. Et l'effet bozolanique de ces additifs améliore la résistance du gel CSH. Une autre étude de Bakera en 2022, il a utilisé toujours le métakaolin et le lithium. Il a trouvé que le métakaolin avait le potentiel de réduire la porosité accessible à l'eau pour tous les rapports E sur C testés. Le lithium agit comme un filler et réduit la porosité totale sans réduire l'interconnectivité entre les pores. Pour la résistance à la compression, on passe maintenant à la résistance à la compression. Joshagri, en 2017, il a utilisé le métakaolin. Il a trouvé que l'amélioration de la résistance due à l'ajout de métakaolin est attribuée aux effets de remplissage et de l'action bozolanique de métakaolin avec l'hydroxyde de calcium. Les substitutions de ciment de métakaolin à hauteur de 15% avec un rapport E sur C de 0,45 a donné la résistance à la compression max. La résistance à une autre étude du Diane, en 2019, il a utilisé toujours le métakaolin et le lithium. Il a trouvé que la résistance à la compression augmente progressivement avec l'ajout de métakaolin et de gypse. Et l'effet combiné des deux additifs améliore le développement de la résistance à la compression. Pour le module d'élasticité, Koreshi, en 2020-2022, il a travaillé toujours avec le lithium et les sondes volantes. Il a trouvé que l'amélioration mineure du module d'élasticité de 2 à 4% à 28 jours à cause de la lenteur des réactions bozolaniques de sondes volantes et lithium. Cependant, à 90 jours, ces paramètres provoquent une augmentation de plus de 9% de module d'élasticité. Pour l'analyse microstructurale avec le MER et le DRX, donc Duan en 2013, il a travaillé la formation d'un gel compact, le CSH, a une diminution de la teneur en portlandite, ce qui a entraîné une microstructure plus dense avec une diminution de microfissures et une amélioration de la connexion entre la pâte et le granulat. Ramzinpour, en 2012, améliore la structure des pores en termes de tortuosité et déconnexion. La microstructure de la pâte de ciment avec métakaolin est plus uniforme et plus compact que celle de la pâte de ciment Portland ordinaire à 28 jours. Pour la hauteur d'eau, Ramzinpour, en 2012, il a trouvé qu'il y a une diminution de profondeur de pénétration d'eau grâce à l'effet de remplissage et de la réaction bozolanique. Et aussi Jouchagni, en 2017, les deux ont travaillé avec le métakaolin et ont trouvé ils ont montré que les bétons de métakaolin fournissent une profondeur de pénétration d'eau plus faible que les bétons de ciment Portland ordinaire, avec la profondeur la plus faible à 190 jours. 180 jours. On passe maintenant pour l'essai d'absorption d'eau. Nous avons deux études. Donc, Ramzinpour, en 2012, la sorptivité diminue progressivement avec le temps de cure et augmente avec l'augmentation du rapport eau sur ciment. L'ajout de 10% de métakaolin donne le meilleur résultat, quel que soit le rapport E sur C,
et, et le temps de cure. L'augmentation de pourcentage de métakaolin de 10 à 15% affectait négativement sur la perméabilité interne du béton. Pour Bakera, en 2019, les valeurs de la surproduktivité ont diminué avec l'augmentation de la teneur en métakaolin pour tous les rapports E sur C. Cependant, le béton contenant 50% de lithium a donné la valeur de sorpidité le plus élevée. Maintenant, on va voir l'effet des additifs sur le comportement et la durabilité des bétons après attaque chimique. Donc, on va voir la résistance à la compression, la perte de masse, la résistance à la traction et les fissures dues aux attaques chimiques. Donc, selon Sigil, en 2018, il a utilisé le métakaolin et les cendres de pâte de riz sollicités en sulfate. Il a trouvé que les bétons modifiés ont une meilleure résistance aux attaques de sulfate par rapport aux bétons ordinaires. La formulation d'intringite est réduite grâce à la combinaison métakaolin-cendre de pâte de riz, a conduit à une teneur en alimite plus faible avec une hauteur de silice plus élevée. Orichi en 2020 ajoute les zéros. Il a trouvé qu'il y a une amélioration d'oscillation de béton par la réduction de teneur en CaO du liant, la réduction de CH par l'effet des réactions bosoniques et l'effet de remplissage, ce qui diminuait la pénétration de la solution d'acide dans la microstructure de béton, des bétons. Et pour la résistance à la traction, selon Kircher en 2020, il a trouvé que la perte de la résistance à la traction par fondage est moins importante pour le béton renforcé par les ajouts minéraux que pour le béton renforcé par des fibres sans ajout cimentaire. Qu'il y soit, en 2019, pour l'effet des attaques chimiques et sur la formation des fissures, vous trouvez, il a travaillé pendant 10 ans sur une canalisation en béton exposée aux attaques d'acide sulfurique pendant 10 ans. Les résultats de NEV et de IDS ont montré que la matrice détériorée et la matrice semi-détériorée des bétons sont principalement de gypse. Le gypse généré et réagit ensuite avec le calcium de la limine pour former l'intringite. Cette dégradation du béton provoque la fissuration et l'écaillement de la matrice cimentaire dégradée en raison de la perte de cohésion par expansion de l'intringite. Kahn, en 2019, aussi, il a fait une étude sur l'interface des agrégats et de la matrice cimentaire, connue sous le nom ITZ, les deux mortiers ciment d'aluminium et de calcium de ciment résistant au sulfate. Après 12 mois d'exposition à l'acide, le développement des fissures, après 12 mois, le développement des fissures mineures dans les matrices et l'interface avec les agrégats ITZ, pour les deux mortiers, la formation de gypse a été identifiée près de la zone d'exposition de l'acide. Donc, après 24 mois de l'exposition, la formation de gypse de l'intringite conduit au développement des fissures capillaires, dans la matrice cimentaire et distinction de CSH. Cette distinction de trier des vides affiblés de l'agrégat augmente la porosité de mortier et réduit ses performances. Une autre étude de Bagui en 2019, il a trouvé que l'intringite est formé par la réaction d'aluminate de calcium hydraté par le gypse. En conséquence, l'accumulation d'intringite provoque une expansion massive, ce qui conduit à l'apparition de fissures internes importantes, favorisant ainsi la pénétration des acides à la détérioration des bétons. On passe maintenant pour l'étude expérimentale. Donc, on présente les caractéristiques des matériaux utilisés dans cette étude, la méthode de formulation des bétons pour le confectionnement des éprouverts. Donc, on commence par le matériau utilisé. Donc, pour les agrégats, nous avons utilisé
une combinaison de 3 agrégats. Donc le sable de dune de 0,5 mm, gravier moyen G1 de 5,15 et le gravier grossi de J2 15,25. Ces granulats ont fait l'objet d'essais de caractérisation, notamment la courbe granulométrique, la propreté et la dureté. Les propriétés de ces agrégats répondent aux normes en vigueur. Pour le ciment, nous avons utilisé le ciment Portland CRS, résistant au sulfate, qui s'appelle Mokaou Plus de Lafarge. La classe de résistance est de 42,5 selon la norme NFEN 197.1, avec un teneur en CA, C3A inférieur à 3%. Ce type de ciment est recommandé pour l'étanchéité des ouvrages d'assainissement exposés aux attaques chimiques. Et ce tableau-là, c'est la composition chimique de ciment. Pour les additifs minéraux, j'ai utilisé deux additifs. J'ai utilisé le métakaolin et le lithium du haut-fourneau. Le lithium du haut-fourneau était collecté auprès du complexe métallurgique de Khajar de Ainaba. Et après séchage et broyage, nous avons apporté. Donc, vous voyez ici, c'est la pâte qu'il faut ajouter au ciment. Donc, ça, c'est la composition chimique de lithium. Pour le métakaolin, le kaolin naturel, local, extrait du Jbel de Ber, près de Guelma. Donc, après broyage et tamisage, ainsi de suite, nous avons trouvé ça et nous avons mis dans un four avec 700 degrés Celsius. Il devient, regardez, elle change de couleur. Donc, la composition chimique minéralogique utilisée. Pour le super plastifiant du haut de gâchage, qui s'appelle Master Union 114 à base de polymère qui permet d'obtenir un béton fluide avec une demande en eau considérablement réduite. Le taux de dosage normal recommandé est de 0,8 à 2,5 litres par 100 kg de matériaux cimentaires total. Donc, pour la formulation des bétons et confectionnement des couverts, nous avons utilisé, pour la méthode de formulation, nous avons utilisé la formule de Drogoris. Donc, nous avons trouvé le pourcentage du volume absolu des 3 granulats. Pour le sable, c'est 35%. Pour le gravier G1, c'est 31%. Et pour le gravier G2, c'est 34%. Et ensuite, pour le deuxième tableau, c'est le poids des matériaux dans la composition des bétons. Nous avons travaillé avec. Comme nous avons une bétonnière de 50 litres, nous avons travaillé avec 50 litres de béton, avec les différents poids, les différents composants de la composition. Ça, c'est la confection des hydrobelles de béton. Maintenant, on va entamer les protocoles expérimentaux. Donc, on commence par la formulation testée, le protocole de préfiguration, la taxe chimique à l'acide sulfurique, la résistance à la compression, la porosité accessible à l'eau, profondeur de la pénétration d'eau, absorption capillaire et on termine avec le retrait hydraulique. Donc, on a travaillé sur 4 formulations de béton avec différents taux de remplacement de ciment par le métakaolin et le lithium. La première formulation notée F0. Donc, et la formulation de référence préparée avec le ciment Portland seul. Les 3 autres formulations notées F5, F10 et F15, F15 sont composées avec les niveaux de remplacement par la masse du liant ascendant, qui sont 5%, 10% et 15% respectivement pour chaque formulation, une quantité égale de métakaolin, une quantité égale de métakaolin et le lithium 50-50. Donc le tableau, voilà le tableau. Donc pour le tableau présente les détails de la proportion mélangée de ces contenus. Donc nous avons utilisé toujours la norme, on insiste sur la norme NF 206.1. Donc vous voyez ici, si on prend un exemple, pour la formulation F0, nous avons le ciment, c'est 18,288 kg. Donc, pour le F10, exemple, nous avons 16,459 pour ciment et le reste, c'est 0,914 et pour le lithium, pour le métakaolin et 0,914 pour le lithium. Le protocole de préfiguration,
La préfissuration consiste à créer des micro-fissures dans les éprouvettes de béton par l'effet des charges cycliques, de compression à différents niveaux de la résistance à la compression de référence. Bien sûr, la résistance à 28 jours. Les dommages causés par la préfissuration sont contrôlés en mesurant le temps des ondes ultrasoniques avant et après l'application de la charge. Et on a travaillé, trouvé le degré d'endommagement D avec cette formule-là. Après la création, donc attaque chimique des acides sulfuriques, la concentration de 5%. Donc nous avons l'acide. Nous avons, après la création de la préfissuration dans les éprouvettes de béton, des essais d'attaque d'acide sulfurique ont été effectués. Les éprouvettes de béton ont été immergées dans un bain de solution d'acide sulfurique à 5% de concentration. Les éprouvettes ont été divisées en deux parties afin de faire une comparaison et de quantifier avec précision l'effet binaire de la préfissuration et de la dégradation par l'acide sulfurique. La première partie a été dulcée dans l'eau de robinet, tandis que l'autre a été immergée dans une solution d'acide sulfurique. La masse des éprouvettes cubiques ont été mesurées à différentes périodes, 7, 21 jours, 42 jours et 63 jours. On passe maintenant pour la résistance à la compression. Donc, l'essai de la résistance à la compression est essentiel pour évaluer la propriété des bétons. Donc, dans un premier temps, les cubes de béton non fissurés de dimension 150 de côté, de millimètres, ont été testés pour évaluer leur résistance à la compression après 28, 56 et 90 jours de traitement dans l'eau, conformément à la norme NFP 18406. Ensuite, les cubes de béton similaires et non préfissurés ont été soumis à un essai après 63 jours à l'exposition à l'acide sulfurique. L'objet de cet essai était de déterminer les effets d'attaque chimique seuls sur la résistance à la compression du béton. Et enfin, la résistance à la compression a été évaluée pour des éprouvettes de béton fissurés, des bétons fissurés de 40% et de 60%, qui avaient été exposés à l'acide sulfurique dans le but d'évaluer leur effet binaire sur la résistance du béton. Pour la porosité accessible de l'eau est un paramètre important de la durabilité des bétons. Parmi les méthodes de disposition, la détermination de la porosité accessible à l'eau par la pesée hydrostatique. La porosité a été mesurée par la pesée hydrostatique selon la norme ASTM-C 1754. Pour l'essai, ça c'est l'essai de profondeur de pénétration. Et pour l'absorption capillaire aussi, nous avons calculé le coefficient de surfluidité S est calculé selon la norme BSEN 485 avec cette formule-là. Et on termine avec le retrait hydraulique sous la norme, donc il est calculé sous la norme ASTM C 157. Maintenant, on passe pour les résultats et les discussions. Donc, on commence par la résistance à la compression. On va voir trois effets. Premièrement, l'effet des additifs minéraux pour les différents tons de cure. Deuxièmement, l'effet de combiner pour les degrés de préfissuration et les attaques chimiques. Et troisièmement, la comparaison entre différentes formulations après attaque chimique. Donc, l'effet des additifs minéraux sur la résistance à la compression pour les différents tons de cure. Nous avons, pour remarquer ici, que la résistance à la compression pour les différentes formulations F0, F5, F10, F15 augmente avec le temps de cure pour toutes les formulations testées. La formulation F10 présente la résistance la plus élevée, en moyenne à long terme, 56 et 90 jours par rapport aux autres formulations. Cette performance est attribuée à la réaction bosonique des deux minéraux, du lithium et métakaolin, présents dans le béton,
Cette réaction se développe progressivement à l'intérieur de la matrice du béton, favorisant ainsi la formation d'une nouvelle liaison des silicates de calcium hydraté. Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par Bhill en 2020 et Duan en 2013. Maintenant, on va voir l'effet combiné de degré de perfluoration et l'attaque chimique. Regardez que la formulation F0 pour les différents taux de perfluoration, la formulation présente une résistance légèrement meilleure aux attaques chimiques par rapport aux trois autres formulations. Les autres formulations modifiées présentent des diminutions de FC, la résistance à la compression, entre 45% jusqu'à 50%. Regardez la différence entre avant acide et après acide. Donc, s'application également du béton préfissuré à 40 et à 60%. Donc, pour la comparaison entre les différentes formulations après attaque chimique, une diminution de la résistance à la compression lorsque le pourcentage de perfluoration augmente pour toutes les formulations, sauf la formulation F5. Regardez, c'est une diminution, ici une diminution, ici une diminution, une diminution, ici la F5, c'est la résistance reste quasi stable. Ce résultat est par attribué à la pénétration plus profonde de l'acide à l'intérieur de la matrice cimentaire de béton préfissuré à 40 et 60%, dû à la formation de microfissures. De plus, la réaction de l'acide avec le béton provoque la formation de microstructures d'intergites dispersées dans la matrice cimentaire, ce qui entraîne une expansion et une augmentation de la fissuration des bétons. Cela provoque une perte de cohésion des gels d'hydrates de silicate de calcium et par conséquent une diminution de la résistance à la compression. Pour la perte de masse, sous l'effet d'attaque chimique, après 7 jours d'exposition à l'acide, la masse des recouvertes a diminué rapidement. Puis, elle est stabilisée après 20 jours, quelle que soit la formulation. La formulation F0 a montré la plus faible perte de masse, environ 4%, par rapport aux autres formulations, quel que soit le taux de préfissuration. Ces résultats confirment les résultats obtenus par la résistance à la compression après exposition à l'acide, où la formulation F0 a montré la meilleure résistance. L'influence de la préfissuration sur l'évolution de la masse des hydrocarbures soumis à l'acide est négligeable pour toutes les formulations. On passe maintenant pour l'effet d'attaque chimique sur la porosité. On voit qu'il y a une diminution, regardez, il y a une diminution de 1 jusqu'à 3 points après la fissuration exposée à l'acide. La formulation F0 présente la plus faible diminution de porosité, tandis que la formulation F10 présente la plus grande diminution. Cette réduction de la porosité peut être attribuée au développement d'intergites à la surface des bétons suite à l'attaque d'acide. La formulation d'une croûte sur la surface de béton obture les vides externes, réduisant ainsi la porosité accessible. L'effet du taux de préfissuration est négligeable sur la valeur de la porosité dans la plage de pourcentage testé entre 40 à 60%. On passe pour la hauteur d'eau. Donc, on va voir la profondeur de pénétration avant l'exposition à l'acide et après exposition à l'acide. On voit l'augmentation de la profondeur de la pénétration d'eau avec l'augmentation de taux de préfissuration pour toutes les formulations avant et après exposition à l'acide. Ces résultats mettent en évidence l'effet de la préfissuration causée par le cycle des chargements, ce qui favorise le développement d'une nouvelle microfissure et d'une nouvelle connexion entre elles. Ces connexions facilitant la diffusion de l'eau dans la porosité interne et dégradant ainsi la matrice cimentaire du béton. Ça, c'est une comparaison des profondeurs de pénétration de l'eau dans l'échantillon de béton avant et après l'exposition à l'acide. Regardez ici, pour F0, pour F5 et F15,
il y a une diminution de la profondeur de pénétration d'eau après exposition à l'acide. En revanche, F0 et F10, on observe une tendance inverse, c'est-à-dire une augmentation de la hauteur d'eau après exposition de l'acide. Dans le premier cas, la diminution est attribuée au développement de l'intergite dans les pores de la surface externe du béton, ce qui entraîne le colmatage des pores. Dans le deuxième cas, l'augmentation peut être expliquée par le développement de nouvelles connexions entre lipides présentes dans la structure solide des bétons. Pour l'absorption capillaire, donc, il y a des différences entre les tendances avant et après l'exposition à l'acide, ainsi que les différences entre les tendances en fonction du taux de préfiguration. Pour mieux analyser ces résultats, on a calculé un coefficient d'absorption capillaire noté CAC pour toutes les courbes. Ce coefficient permet de quantifier les tendances d'absorption d'eau par capillarité. Donc, premièrement, on va voir l'effet de la préfiguration sur le coefficient d'absorption capillaire. Avant exposer de l'acide, donc avant l'exposition à l'acide, il y a une diminution du coefficient d'absorption capillaire suivie d'une augmentation. Regardez, ici, haut, ensuite bas, ensuite haut. Ici, pour ça, c'est valable pour la formulation F0 et F15. Tandis que pour F5 et F10, il y a une faible, l'effet de préfiguration sur le coefficient d'absorption capillaire est faible dans la formulation F5 et F10. Après exposition à l'acide, les résultats indiquent un effet limite de la préfiguration sur le coefficient d'absorption capillaire pour toutes les formulations. Donc maintenant, on va voir l'effet des additifs de lithium et méthacaolin sur le coefficient d'absorption capillaire. Il y a une diminution de coefficient d'absorption capillaire après exposition à l'acide pour toutes les formulations et différents taux de préfiguration. Avant l'exposition de l'acide, la formulation F10, avant l'exposition, la formulation F10, regardez, c'est la plus faible, présente le minimum. Pour les trois taux de préfiguration. Tandis que la formulation de référence F0, elle a donné, montre que le coefficient d'absorption capillaire maximum pour ces taux de préfiguration. Cela signifie que la formulation F10 est la plus performante en termes d'absorption capillaire par rapport aux autres formulations. Après exposition à l'acide, la formulation F5 présente un coefficient d'absorption capillaire minimum, quel que soit le taux de préfiguration. Le coefficient d'absorption capillaire maximum a été obtenu par la formulation F10 pour tous les autres les taux de préfiguration. Ce dernier résultat explique par le taux de développement de l'intergite à la surface externe des récupérables de béton, ou se composer ou obscurer la porosité à la surface, ce qui réduit l'absorption capillaire. Un coefficient d'absorption capillaire faible signifie qu'il y a un pourcentage plus grand d'intergite, le cas de F5. Tandis qu'un coefficient d'absorption capillaire élevé signifie qu'il y a un pourcentage plus petit d'intergite. C'est le cas de F10. Et on termine par le retrait hydraulique. La formulation F10 a donné le retrait le plus faible après 43 jours. Les retraits des trois autres formulations F0, F5, F15 sont très similaires. Donc la stabilité de retrait pour toutes les formulations a eu lieu environ 25 à 30 jours. Et je conclue notre travail avec des conclusions et des perspectives. Donc l'objectif était de répondre à la problématique de la dégradation des bétons de station d'épuration des eaux usées. Les attaques chimiques des bétons entraînent une augmentation de la porosité, de la fissuration, de la perméabilité ainsi que la perte de masse et de la résistance mécanique. Pour lutter contre ces attaques, l'utilisation d'additions minérales comme le lithium et au fourneau et le méthacaolin contribue à l'amélioration de la durabilité des bétons. La thèse a étudié les effets de la préfiguration et l'utilisation des additifs
lithique et métacaolin, autant que matériaux cimentaires binaires sur les propriétés mécaniques et la durabilité de béton. Des essais expérimentaux ont été réalisés sur des éprouvettes de béton, comprenant la résistance à la compression, la perte de masse aux attaques chimiques, la hauteur d'eau, la porosité accessible de l'eau, à l'eau, la porosité capillaire et le retrait hydraulique. La préfissuration réduit la résistance à la compression après exposition à l'acide pour toutes les formulations. Les résultats ont montré que l'ajout de lithium et le métacaolin offrait un béton ou une résistance à la compression supplémentaire à long terme. Donc, la formulation optimale était celle avec un remplacement de 10% de ciment par le métacaolin et le lithium, offrant une meilleure durabilité initiale avec l'exposition de l'acide. Cette même formulation montrait également la plus faible colonisation des pores par l'intrinsite après exposition de l'acide, conformément à sa stabilité, sa durabilité. Le retrait hydraulique était également plus faible pour cette formulation. En perspective, effectuer de nouveaux investigations sur le comportement des bétons préfissurés, modifiés par des additifs minéraux en utilisant des agrégats recyclés des polymères. Des essais sur le comportement mécanique de la durabilité des bétons préfissurés avec un niveau de fissuration dépasse les 60%, donc sont également suggérés pour comprendre le comportement de ces conditions extrêmes. Et merci pour votre attention.